Après plus d'un an de pandémie, la question qui taraude toute la planète, quand cela va-t-il enfin s'arrêter ? Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, numéro spécial Covid-19 du studio 51 de la Voix de l'Amérique à Washington. Jacques Aristide avec vous. VOA Afrique vous propose un nouveau forum citoyen virtuel consacré à la pandémie du nouveau coronavirus. Le cap des 3 millions de morts à l'échelle mondiale est en passe d'être franchi. Une année plus tard, où en est-on dans la lutte contre la maladie ? Comment mesurer l'efficacité des vaccins ? Que faut-il savoir des nouveaux variants ? Et à quand un retour à la vie normale ? Nos invités vont répondre à vos questions. De l'émergence de la maladie en Chine à la fin de 2019, aux actuelles campagnes de vaccination, la lutte anti-Covid continue après des mois de chaos et d'efforts. Plus d'une dizaine de vaccins sont d'ores et déjà déployés aux 4 coins du globe. Mais l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a de nouveau mis en garde contre une distribution déséquilibrée des vaccins. Comment se déroulent les programmes de vaccination sur le continent africain ? Le point avec Mohamed Oumfa. Quasiment tous les pays africains ont déjà reçu des doses de vaccins anti-Covid. Seuls 3 pays hésitaient encore à acquérir ces vaccins, à savoir la Tanzanie, le Burundi et Madagascar. Ce dernier pays s'est résolu à recourir aux vaccins contre le Covid-19. Les pays africains sollicitent et reçoivent les doses de vaccins contre le Covid-19 dans un cadre bilatéral ou dans le cadre du dispositif COVAX créé par l'Organisation mondiale de la santé au bénéfice des pays les plus démunis. Mais recevoir les vaccins est une chose, réussir une campagne de vaccination en est une autre. Il faut dire que sur le continent, la méfiance vis-à-vis de ces vaccins reste notable. Ce qui intrigue les gens, ça, ils n'ont pas testé pendant au moins 2 ou 3 ans, mais tout juste 9 mois, 1 an maximum. C'est ça qui intrigue les gens, ça. C'est pourquoi la majeure partie de la population sénégalaise, ils sont un peu sceptiques, quoi. Dans un continent relativement épargné par la pandémie, en comparaison avec l'Europe, l'Asie et les Amériques, l'hésitation à se faire vacciner peut faire sens, d'autant plus que des théories complotistes se font persistantes contre ces vaccins venus d'ailleurs. C'est pourquoi les autorités intensifient la sensibilisation. Des responsables n'hésitent pas à montrer l'exemple et donner des garanties. Mon ministère a mené toutes les études scientifiques pour vérifier l'efficacité du vaccin qui a été confirmée à 79%. Pour l'OMS, la stratégie qui implique les leaders locaux et d'opinion est indispensable pour lever les doutes et susciter l'adhésion de la population à la vaccination. En plus de convaincre les populations à se faire vacciner, les autorités sanitaires doivent faire face à d'énormes défis logistiques. Les vaccins doivent être conservés à de très faibles températures et parvenir à divers centres de vaccination. Il est assez difficile de déplacer les vaccins, même aux États-Unis, et de les garder au froid. Et dans beaucoup de nos pays où il y a beaucoup de zones rurales, vous n'avez pas le type d'électricité qu'il faut pour cela. La présence de certains variants du virus pose aussi le problème de l'efficacité de ces vaccins. En Afrique du Sud, les autorités ont dû suspendre l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca dont elle avait acquis 1 million de doses après qu'une étude a montré que ce vaccin n'était pas efficace contre le variant dit sud-africain. La vaccination contre le Covid-19 n'est donc pas une mince affaire. Cependant, de nombreux experts rappellent que ces vaccins restent l'un des principaux moyens de retourner à une vie normale alors qu'une deuxième vague de la pandémie contamine tous les continents. Il est l'heure maintenant d'accueillir notre panel d'experts, des invités qui nous rejoignent tous via Skype. Dr Dorothée Akoko Kindé-Gazard, ancienne ministre de la Santé du Bénin, chef des laboratoires de microbiologie et d'hématologie du Centre national hospitalier et universitaire de Cotonou, également présidente de la Société africaine de parasitologie. Docteur Marim Baga, médecin spécialiste de santé publique, basé ici même, dans la capitale américaine. Docteur Sona Konaté, médecin épidémiologiste au département de la santé du comté de Prince-George, dans l'État américain du Maryland. Elle nous rejoint de la ville de Chevelly. Et le docteur Roger Etoa, spécialiste de santé publique au Cameroun. Il intervient depuis Douala.
D'emblée, faisons un tour de table rapide. En Afrique comme ailleurs dans le monde, plus d'1 an de pandémie, de chamboulement dans nos vies, de tragédies au quotidien. Brièvement, quel bilan faites-vous de cette crise sanitaire sans précédent? Je commence par vous, Dr Dorothée Kindé-Gazard. Bonjour, je salue tous les auditeurs. Et ma première impression, c'est que la situation ne fait que s'aggraver. On avait eu un virus, mais maintenant on a une dizaine de variants avec des mutations. Et beaucoup d'interrogations existent encore quant à la physiopathologie de la maladie, quant à, je dirais, la thérapeutique, le traitement. Et maintenant, nous avons des vaccins que nous allons déployer dans nos pays africains également. Oui. Mais quelle est la durée d'immunité que ces vaccins confèrent? Encore des incertitudes. Est-ce que nos pays peuvent acheter est-ce que nos pays peuvent vacciner toute la population ciblée? Encore des incertitudes. On va essayer de répondre à cette question tout à l'heure. Marine Baga. Rapidement, bilan, si on peut parler d'un bilan, 130 millions d'infectés, dont 2,8 millions de morts, presque 3 000. Et des solutions à apporter, on peut noter aucune solution curative pour l'instant et une dizaine de solutions préventives, notamment les vaccins. Et malgré ça, nous sommes toujours dans l'incertitude avec de multiples variants, mais également la virulence de ces variants qui amène certains pays européens aujourd'hui à reconfiner leur population. Donc, nous pouvons dire incertitude quant à la solution définitive, mais également quant à la symptomatologie que présentent les nouveaux variants. Donc, même question, Roger Etoa, en 2 mots. Oui, effectivement, nous acheminons, nous suivons une épidémie dont nous n'avions pas imaginé l'ampleur à ses débuts. Nous pensons que ce serait une simple grippette passagère. Et nous voilà avec des millions de morts entre les bras. Et l'Afrique semble également très impactée à l'image du monde. Et cette crise qui n'est plus seulement une crise sanitaire, mais qui est également devenue une crise économique, une crise sociale, une crise culturelle, bref, une crise multiviscérale qui touche l'humanité dans ses fondements. Et le pire, c'est qu'on semble être dans l'impasse avec des solutions qui sont encore assez floues pour l'avenir. Et vous, docteur Konaté, votre bilan, rapidement? Bonjour à tout le monde, bonjour à nos auditeurs, bonjour à tout le panel. Mon bilan, c'est qu'il y a quelques mois, il y a peut-être 1 an, nous étions là sur ce même plateau et nous avions beaucoup d'inconnus. Et là, on peut se mettre à citer tous les problèmes comme mes prédécesseurs l'ont dit. Tous sont valides, bien sûr. Mais là, je vois que nous avons fait un petit pas en avant, malgré qu'il y a beaucoup d'inconnus. Donc, mes 3 points principaux sont continuer les efforts de prévention, la sensibilisation et aussi un espoir de sortie de crise pour éviter ce qu'on appelle la fatigue du Covid, que les gens relaxent les contrôles, les gestes barrières et puis qu'on retombe encore dans le même cercle vicieux. Voilà, donc beaucoup d'espoir pour le futur. Beaucoup d'espoir. Un mot rapide sur le rapport de l'OMS sur l'origine de ce coronavirus. L'étude privilégie l'hypothèse d'une transmission du virus à l'homme par l'intermédiaire d'un animal infecté par une chauve-souris. Qu'une hypothèse, donc, pour le moment. Connaîtra-t-on un jour de manière définitive l'origine de la maladie, docteur Etoa? Je pense qu'il y a beaucoup d'hypothèses. Deux hypothèses semblent s'affronter. La première hypothèse est celle de l'accident de laboratoire et la deuxième hypothèse est celle d'une infection grâce au contact avec les animaux. Beaucoup d'animaux ont été incriminés, tels que la chauve-souris ou les pangolins. Une enquête de l'OMS est en cours en ce moment. Elle séjourne encore, je pense, en Chine, où la pandémie a été officiellement déclarée. Beaucoup d'inconnus restent, mais moi,
sentiment est que peut-être la vérité se trouve entre les deux. Peut-être que je vais m'avancer un peu en disant que probablement il s'agit pour moi de manipulation de carcasses d'animaux, je sais pas, bon, on est encore dans la recherche, mais je pense que la vérité se trouve entre les deux. C'est quelque chose qui s'est passé entre les laboratoires, également avec des contacts d'animaux, et je pense que l'avenir nous éclaircira. Voilà. Vaccin. L'Afrique parvient-elle à rattraper son retard dans le déploiement des vaccins anti-Covid, Dr Guinde Gazar? Oui, je pense qu'aujourd'hui, nous bénéficions de l'initiative COVAX, où dans les pays, l'OMS est en train de déployer les vaccins sur la demande évidemment des pays. Mais je pense que pour avoir une immunité collective, c'est-à-dire vacciner entre 60 et 70% de la population, il faudrait que les pays se décident à compléter ce que généreusement les partenaires nous donnent. Ouais. Sans plus tarder, direction la République démocratique du Congo pour écouter cette question de Samantha Pascal. Elle est journaliste à Kinshasa. Ma question est la suivante. Le vaccin contre le Covid-19 est-il efficace ? Et s'il est efficace, faut-il vraiment faire confiance à ce vaccin, étant donné que plusieurs pays ont justement suspendu la vaccination contre le Covid-19 avec le vaccin AstraZeneca? Docteur Marimbaga, que pouvez-vous répondre à Samantha? Merci. Je vais répondre à Samantha que la crise sanitaire du Covid n'est pas seulement aujourd'hui une crise sanitaire, mais elle est également une crise politique. Cependant, il faut avoir confiance à la science. La science, c'est celle qui a fait des découvertes qui nous ont permis d'éradiquer les maladies telles que la polio, qui sont des maladies infectieuses au même titre que Covid. Donc la science reste de mise et les décisions politiques doivent impérativement se baser sur la science. La science dit quoi en termes de vaccins? Les études qui ont été faites avant de mettre les vaccins sur le marché, comme celui par exemple qui est aux États-Unis, ont été minutieusement ont été approuvés par les organes et les instances compétentes pour le faire. Ils ont une efficacité et une sensibilité nécessaires pour apporter l'immunité à ce stade de la maladie. Et en ce qui concerne le vaccin AstraZeneca, je veux rappeler que le taux de thrombose veineuse des personnes qui ont été vaccinées est nettement inférieur au taux de thrombose de la population générale. Concluant donc que les gens qui sont décédés qui ont pris ce vaccin et décédés, ce n'est pas forcément dû au vaccin. Donc, la population doit faire très attention et c'est un appel aussi aux politiques qui doivent prendre des décisions en se basant sur la science et faire attention de ne pas aliéner la science et les croyances populaires. Donc, les vaccins, pour l'instant, sont la solution la plus efficace que nous avons aujourd'hui pour le Covid-19 et ce n'est sûrement pas à prendre à la légère. Docteur Konaté, les scientifiques, comment effectuent-ils l'efficacité des vaccins? Comment mesurent-ils l'efficacité des vaccins? Bon, l'efficacité des vaccins. Le but principal en fait du vaccin, c'est de nous protéger, de protéger la population et pour d'abord essayer d'éliminer les nombres de morts et essayer d'amoindrir la maladie, de l'éliminer totalement. Donc là, on peut déjà mesurer par le fait qu'il y a déjà moins de lits occupés dans les hôpitaux, dans les unités intensives, il y a déjà moins de morts et aussi il y a des gens qui se sont réinfectés après les 2 doses, on a vu certains cas, mais ils ne tombent pas malades, ils n'ont pas beaucoup de symptômes dans la plupart des cas, je précise, et donc on voit quand même que le taux de, comment dirais-je, les symptômes se sont vraiment améliorés. Donc, je pense que ça, c'est déjà une bonne clé de mesure de la maladie. Et aussi, il ne faut pas aussi négliger le facteur psychologique aussi. Il y a la confiance qui est là. Les gens sont beaucoup plus confortables. Le personnel soignant qui est en première ligne aussi est beaucoup plus confiant et s'occuper des malades. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu et qui font que la communauté internationale est beaucoup plus en confiance et aussi, nourrie de l'espoir aussi pour les avancées futures. Voilà.
Et maintenant, cap sur le Mali de Bamako, Samirou Diallo, un militant, veut vous poser la question suivante. Nous l'écoutons. La question est de savoir quelles sont les données les plus surprenantes, inquiétantes et collectées après le déploiement de ces vaccins. Docteur Kinde Kazar, que pouvez-vous répondre à Samirou? Je dirais que l'ultime effet secondaire, c'est la mort. Il y a eu des décès, même si les scientifiques nous disent qu'on ne fait pas de lien de cause à effet avec la vaccination, il y a quand même eu des décès. Et il y a tous les autres effets que nous appelons la MAPI, c'est-à-dire les effets adverses des vaccinations. Ça peut être du simple vertige aux manifestations, je dirais, neurologiques. Mais je voudrais insister sur un point. C'est parce que la communication est libéralisée aujourd'hui qu'on entend parler de ces effets secondaires. Tous les vaccins qu'on a administrés en termes de santé publique ont toujours eu des effets secondaires. Mais il faut mesurer le bénéfice que nous avons à vacciner aujourd'hui les gens contre la COVID-19. Nous n'avons pas d'autres armes. Donc, je pense qu'il faut y aller. Et justement, docteur, ce qui nous amène à parler du vaccin AstraZeneca qui continue de faire couler beaucoup d'encre, beaucoup d'inquiétudes après de graves problèmes sanguins, mais aucune preuve d'un danger spécifique, il faut le préciser, nous disent de nombreux chercheurs. Les avantages de ce vaccin continuent-ils de l'emporter sur tous les risques, docteur Etoa? Oui, je pense qu'il faut qu'on explique à la population que le principe de précaution devrait s'appliquer sur le virus et non sur le vaccin. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, on va dire que le vaccin a causé un ou deux morts, un ou deux effets secondaires et qu'on doit prendre des précautions. Non, le principe de précaution devrait plutôt s'appliquer sur le virus. C'est le virus qui cause des centaines, des milliers, voire des millions de morts. Et chaque fois que, si on a la moindre solution qui peut diminuer ce nombre de morts, il faut l'appliquer et non de prendre des précautions pour prendre des précautions radicales pour réduire à minima le risque de thrombose. Effectivement, tout médicament peut créer des effets secondaires parce que c'est un corps étranger que nous admettons dans notre organisme, oui. Mais la vaccination cause beaucoup plus de bénéfices que de risques. Donc, il faut que, et c'est un message important qu'il faut passer à la population africaine où l'hésitation vaccinale est au sommet, parce que effectivement, les gens doutent de l'efficacité des vaccins, les gens doutent de l'innocuité des vaccins, les gens doutent de l'utilité, les gens mettent un certain nombre de théories du complot à l'intérieur. C'est ce qui fait évidemment que les campagnes de vaccination ont tendance à patiner. Et je peux dire que cette théorie, cette hésitation n'est pas seulement partagée par les populations, même par les dirigeants. C'est pour ça que vous verrez que les dirigeants africains seraient beaucoup moins pragmatiques que leurs homologues anglais ou américains ou israéliens qui ont furieusement et massivement vacciné leur population. Donc c'est ce qu'il faut dire à la population. Voilà, et vous allez apprécier parce qu'on va parler de votre pays. Il y a une question qui vient du Cameroun. Elle porte sur les variants et elle nous vient de votre pays. Nous écoutons. Faut-il être très inquiet des variants du Covid-19? Est-ce que certains variants sont plus mortels que d'autres? Est-ce que ces vaccins sont disponibles pour tous ces variants? Que faut-il craindre à long terme avec ces nouveaux variants? Docteur Konaté, que pouvez-vous répondre à cette question du Cameroun? D'accord, merci. Bonjour au Cameroun. Voilà la question des variantes en fait. Ça, c'est aussi un des points vraiment saillants aussi qui ressort pour l'efficacité de la vaccination. En fait, quelle est la crainte?
La crainte est que, avec tous les efforts d'accélération de la production d'un vaccin, qui est une première mondiale, que ce vaccin vienne, après toutes les inoculations, que le vaccin soit résistant à ces variantes-là. En effet, quand on commençait, on avait, au début, une variante S, parce qu'on ne faisait pas de tests, au S parce qu'il y avait une seule variante. Et tout à coup, des variantes ont commencé à ressurgir, celle du Royaume-Uni, celle de l'Afrique du Sud, celle du Brésil. Ici aux États-Unis, où je me trouve en ce moment, il y a aussi différentes variantes qui ont ressurgi en Californie et beaucoup d'autres. Et donc, en fait, la crainte, c'est que les variantes, en fait, deviennent maintenant, les nouvelles variantes, maintenant dominent les anciennes variantes. Ce qu'on a vu ici, par exemple, quelque part, il y a des variantes, par exemple, la variante UK du Royaume-Uni qui est en train de dominer la variante originale qu'on avait. Et donc, avoir maintenant que la variante va résister au vaccin, ça n'a pas encore été prouvé. Je crois plutôt qu'il y a des études très, très optimistes sur le fait que les vaccins sont aussi efficaces sur les variantes. En effet, le nouveau coronavirus se transforme de plus en plus. Depuis plusieurs mois émergent de nouvelles souches du virus à l'origine du Covid-19. Pour nous détailler ces différents variants sur ce plateau, Mohamedou Mfa, content de vous revoir, Mohamedou. Salut Jacques, content de vous revoir également. Combien de variants sont connus en ce moment et quels sont-ils ? Effectivement, Jacques, comme l'ont dit les experts, il existe plusieurs variants, mais à ce stade, 3 sont considérés comme des variants préoccupants selon la dénomination de l'OMS. Il s'agit des variants d'abord détectés en Angleterre, en Afrique du Sud et au Japon, mais sur des voyageurs en provenance du Brésil, d'où son nom commun de variant brésilien. Selon le dernier point de l'OMS, ces variants circulent respectivement dans 125 pays pour le variant britannique, 75 en ce qui concerne le variant sud-africain et 41 pays pour le variant dit brésilien. En soi, Jacques, l'apparition des variants est tout sauf une surprise. C'est un processus naturel puisque le virus acquiert des mutations au fil du temps pour assurer sa survie. Mais la plupart, Jacques, n'a pas d'impact en termes de santé publique selon l'OMS. Oui, Mohamedou, parlons justement d'impact. Quelles sont les principales conséquences de ces variants sur la pandémie de Covid-19 ? Jusqu'à présent, il y a eu plusieurs études. Les études disponibles notent que des variants ont été rapportés, qui a par exemple une mutation appelée N501Y, commune aux variants anglais, sud-africains et brésiliens, qui est soupçonnée de rendre le virus plus transmissible. Les variants sud-africains et brésiliens portent une autre mutation, suspectée d'amoindrir l'immunité acquise, soit par une infection passée, soit par les vaccins. Les variants seraient aussi plus contagieux. Des chercheurs de l'université de Harvard ont émis une autre hypothèse. Selon eux, l'infection provoquée par le variant anglais pourrait durer plus longtemps. Un individu infecté resterait contagieux pendant une plus grande période qu'avec le coronavirus classique, ce qui pourrait nécessiter d'allonger la période d'isolement. Bref, plusieurs études montrent que les variants préoccupants seraient plus dangereux que les coronavirus classiques. Oui, et c'est un aspect en contour que nous abordons dans ce programme. Pas mal de personnes se demandent si ces variants affectent l'efficacité des vaccins. Que disent les experts ? Oui, selon certaines études, l'efficacité des vaccins n'est pas sensiblement réduite par le variant anglais, mais semble l'être par les variants sud-africains et brésiliens. Quoi qu'il en soit, les fabricants travaillent à de nouvelles versions de leur vaccin adaptées au variant. Moderna a ainsi annoncé le 10 mars qu'il avait commencé à injecter de nouvelles générations de son vaccin à des premiers patients dans le cadre d'un essai clinique. Cette adaptation est indispensable car des variants contre lesquels les vaccins actuels pourraient être moins efficaces vont probablement continuer à émerger. C'est ce qu'a fait savoir le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Oui, et on va continuer à parler de tout cela. Merci Mohamedou Mfa, à très bientôt. À très bientôt. Justement, j'allais demander au docteur Mbaga, ces nouveaux variants peuvent-ils affaiblir les vaccins actuels ?
Oui, laissez-moi revenir un peu sur un point important que les collègues ont évoqué, c'est-à-dire la communication et ce qu'il faut pour... parce que même si les vaccins sont efficaces, si sur place, par exemple en Afrique, on ne fait pas ce qu'il faut, les préalables au niveau de la population, ça ne servira à rien. Il faut que les politiques publiques soient appliquées, c'est-à-dire il faut que dans les pays africains, qu'il y ait des politiques de vaccination. Comment on vaccine les gens? Est-ce que c'est obligatoire ou c'est facultatif? Et quand c'est facultatif, quelles sont les conditions? Le deuxième point, c'est la formation du professionnel de santé pour permettre à ces premiers soldats de pouvoir donner les avantages et les inconvénients à leurs patients. On appelle ça le consentement éclairé pour qu'ils amènent leurs patients à comprendre les biens fondés du vaccin avant de se vacciner. Et maintenant, pour répondre à votre question, est-ce que la vaccination pourra être diminuée avec les nouveaux variants? Comme la collègue a dit, nous avons l'humilité dans la communauté scientifique de reconnaître que cette maladie est dynamique dans le temps. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas forcément. Et ça fait partie de la communication dans nos pays qui doit prévaloir. Être patient, regarder ce que la science nous offre à un moment T, mais ne pas prendre ça pour vérité établie, continuer à chercher parce que ça va être dynamique. Comme tout virus, même le virus de la grippe, on se vaccine chaque année parce qu'il y a des variants nouveaux pour pouvoir élargir le spectre d'action du vaccin. Cependant, le vaccin que nous avons aujourd'hui, il est indéniable que dans la grande famille des Covid, il peut être efficace ou alors il est efficace à un certain niveau. Donc, il va continuer à être efficace sur les autres variants, mais pas à 100%. Et la collègue le disait tout à l'heure, ceux qui sont vaccinés aujourd'hui peuvent encore attraper la maladie, mais la symptomatologie sera beaucoup moins virulente que celui qui n'est pas vacciné. Ça montre déjà qu'ils sont efficaces sur la grande famille des coronavirus, mais les variants, on va améliorer le vaccin au fur et à mesure, comme ça se fait déjà avec le vaccin de la grippe, qui, je dois le rappeler, change chaque année, et c'est vers là que nous nous acheminons. Voilà. Docteur Kinde Kazar, finalement, sur quel type de vaccin faut-il alors le plus compter par rapport à cette situation mouvante? Des vaccins faciles à adapter? Je pense qu'actuellement, le vaccin qui pourrait s'adapter aux mutants, c'est un thème scientifique, mais les variants que nous avons... Bon, donc malheureusement, nous, en Afrique, nous n'avons pas de quoi accueillir les vaccins à ARN comme le vaccin Pfizer, parce que la conservation doit aller dans un congélateur de moins 80 degrés qui n'est pas disponible partout dans nos centres de santé. Mais moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit ma collègue qui a pris la parole avec moi, c'est sur la capacité d'organisation des pays africains. Nous avons les outils, les armes pour déployer la vaccination dans nos pays parce que nous avons l'habitude de mener des campagnes de vaccination. Quand je prends des campagnes de vaccination contre la fièvre jaune, qui est un virus, des campagnes de vaccination contre la poliomyélite, qui est un virus, et nous avons l'habitude de travailler avec les agents communautaires pour déployer cette vaccination-là dans nos communautés. Donc je pense que, contrairement au débat qui a cours actuellement en Occident, nous n'aurons pas de problème si nous avons de quoi conserver correctement les vaccins et si nous avons la disponibilité des vaccins. Je pense que nous allons pouvoir vacciner la population à l'aise. Voilà, l'Afrique bien armée. Vous regardez Le Monde aujourd'hui, spécial Covid-19, un forum citoyen virtuel que vous propose VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs. La seconde partie, dans quelques petits instants. Merci.
Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole. Vous leur posez vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Lina Ormoudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique. Un grand merci pour votre fidélité. Jacques Aristide avec vous depuis Washington. VOA Afrique vous présente un forum citoyen virtuel dans le monde aujourd'hui entièrement consacré à la pandémie du coronavirus, à l'heure où les campagnes de vaccination anti-Covid sont menées à travers la planète. Des experts nous accompagnent par le biais de Skype pour répondre à vos questions. De Cotonou au Bénin, Dr Dorothée Akoko Kinde-Gazar, ancienne ministre de la Santé du pays, également présidente de la Société africaine de parasitologie. Dr Marem Baga, médecin spécialiste de santé publique, basé ici même dans la capitale américaine. Dr Sona Konaté, médecin épidémiologiste au département de la santé du comté de Prince-George, dans l'État américain du Maryland. Elle nous rejoint de la ville de Chevelly, une ville que je connais bien d'ailleurs. Et Dr Roger Etoa est spécialiste de santé publique au Cameroun. Il intervient depuis Douala. D'emblée, rendons-nous au Sénégal, où le premier cas de Covid-19 a été répertorié le 2 mars 2020. Depuis, le pays a enregistré un peu plus de 38 000 cas, dont 36 000 guéris et un peu plus de 1 000 morts. Alors, un peu plus d'un an après, quel impact sur la vie des Sénégalais ? Pour répondre à cette question, Alison Lekogo Fernandez a rencontré 2 jeunes touchés de manière différente. Voilà bientôt un an qu'Ibrahima Diop a contracté le Covid-19. À l'époque, conseiller commercial dans un grand centre d'appel de Dakar, il souffre d'abord de douleurs musculaires et d'intense fatigue. Tous ces symptômes étaient des symptômes du paludisme. Donc, sauf l'odorat en fait, puisque l'odorat s'est manifesté le 3e jour. C'est là où j'ai commencé à penser que c'était le Covid et je me suis auto-isolé moi-même. Au même moment, l'un de ses collègues découvre son infection au nouveau coronavirus. Tout le personnel de l'entreprise se fait alors examiner. Ibrahima est contrôlé positif. Il passera une semaine à l'hôpital. Aujourd'hui, le jeune homme est complètement rétabli, mais de cette période, il garde surtout le souvenir de la stigmatisation. Ça me faisait mal lorsqu'il me disait, au lieu de dire mon nom, mais il m'appelait par Corona ou Covid. En dehors de cette stigmatisation concernant la maladie, mais une autre s'installe, c'est-à-dire que nous sommes des corrompus. L'État nous a payés pour pouvoir véhiculer que cette maladie existe. Dans le quartier de Guénaoraï, Khalifa Ndiaye, lui, n'a pas contracté le Covid-19. Pourtant, il s'estime victime de ce virus. Technicien spécialisé en construction métallique, il a perdu son emploi salarié il y a plusieurs semaines, faute d'activité dans le bureau de contrôle pour lequel il travaillait. Le directeur m'a dit clairement que si on n'a pas de commande, on ne pourra pas renouveler le contrat. Même sans enfants, sans femme, c'est difficile quand même. Au Sénégal, plus de 1200 salariés ont été licenciés du fait de la pandémie. 16 000 autres ont été envoyés au chômage technique. C'est sans compter tous les salariés, comme Khalifa, dont le contrat n'a tout simplement pas été renouvelé. Une très mauvaise passe pour le jeune homme, qui s'était lancé dans l'entrepreneuriat 2 mois avant l'apparition du Covid-19 au Sénégal, en achetant une pirogue et en montant cette débiterie. Mais ces 2 activités ont du plomb dans l'aile. Globalement, toute la journée, si on arrive à avoir 25 clients, c'est à peine ce qu'on a. Et avant, on avait le double ou le triple. C'est difficile, c'est très difficile. Pas pour moi, mais pour tout le monde, pour tout jeune comme moi, qui a l'idée de s'investir, qui a l'idée d'entrepreneuriat. Face à cette situation, Khalifa a été contraint de s'endetter pour payer notamment les charges de sa débiterie. En mars, de violentes manifestations secouaient le pays. Khalifa n'y a pas pris part, mais il dit comprendre le ras-le-bol de la jeunesse en cette période de crise inédite.
Pour la première fois depuis 30 ans, le PIB sur le continent africain a reculé en 2020 et cette récession a touché 40 des 54 pays africains. Alison Likogo Fernandez pour VOA Afrique, Dakar. Merci bien, Alison. Les séquelles du coronavirus sont multiples et variées. Impossible de les étaler toutes en profondeur ici. Mais comment pouvez-vous les résumer, docteur Kindé-Gazar? Oui, vous savez, la symptomatologie de la COVID, c'est déjà les signes respiratoires. Donc, les malades guéris, parfois, ont des séquelles à type de fibrose. Fibrose qui leur donne des sensations de gêne respiratoire malgré la guérison. Ils sont dyspnéiques, ils ne sont pas à l'aise. Mais quand on va plus loin, on peut avoir une insuffisance cardiaque, on peut avoir une insuffisance rénale. En tout cas, tous les organes du corps peuvent garder des séquelles. Mais les séquelles les plus importantes, c'est ce que j'ai dit, la dyspnée, la gêne respiratoire, la persistance des myalgies, les gens des courbatures ont mal dans les muscles, et la persistance également des signes psychologiques. Parce que quand on est passé par la COVID et qu'on est resté sous respirateur pendant des jours, je crois qu'on sort de là avec beaucoup de troubles psychiatriques, et il faut qu'on en tienne compte. Un mot sur ce problème évoqué à l'instant dans le reportage d'Alison, la stigmatisation. S'agit-il d'un autre combat que les malades ayant guéri du coronavirus doivent mener en Afrique, notamment, docteur Etoa? Effectivement, la question de la stigmatisation est très présente en Afrique. On l'avait déjà expérimenté avec la question du VIH-Sida, dit que toutes ces nouvelles maladies qui installent une certaine psychose dans la population, génèrent une certaine stigmatisation chez les personnes qui en ont été malheureusement victimes. Mais il faut quand même reconnaître que la stigmatisation se fait moins présente. Elle était très forte au début parce que tout patient qui était victime, qui était infecté par le corona, était considéré comme un danger potentiel, comme quelqu'un qui était venu de l'étranger avec une maladie pour venir tuer les Noirs. Mais progressivement, les gens commencent à dire d'eux-mêmes: j'ai été victime d'un Covid, j'ai attrapé le Covid. Les gens commencent à s'exprimer. Donc, au fur et à mesure, la stigmatisation s'estompe peu à peu, mais elle n'est pas encore complètement terminée. Pour revenir au vaccin, parce que bien évidemment c'est ce qui polarise l'attention en ce moment. Alors des pouvoirs publics voudraient voir un sérum qui frappe immédiatement très large. Est-ce dans le domaine du possible ? Écoutez, en ce qui concerne cette pandémie, comme précédemment dit, tout est dans l'ordre du possible et également tout est dans l'ordre de l'impossible. Cette pandémie est dynamique et comme les collègues ont souligné depuis le début de cette émission, nous avons beaucoup appris depuis 1 an. Mais également, il reste encore beaucoup à apprendre. Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, au début, nous avons eu un vaccin avec plusieurs doses difficilement conditionnables. Aujourd'hui, nous avons des vaccins avec une dose qui peuvent être conditionnées, y compris dans des pays chauds. Ça veut dire quoi ? Nos politiques doivent être ouvertes à toute éventualité. Et pour moi, ce qui est important, ce qui me permet de revenir sur la stigmatisation. Et ce que la collègue du Bénin a dit tout à l'heure, c'est-à-dire les mécanismes qui sont déjà en place pour la communication communautaire qu'a utilisé d'autres vaccins. C'est l'occasion de dire aussi, comme le docteur Etoa l'a souligné, que la stigmatisation du VIH a été aussi quelque chose qui a été combattu. Et cette stigmatisation qui est autour du coronavirus n'est pas seulement une stigmatisation de ceux qui sont malades, mais c'est également une stigmatisation de la maladie en elle-même. Parce que, encore aujourd'hui, il y a des gens qui n'y croient pas. Pour cela, il faudrait qu'on déploie un plan de communication de manière prioritaire. Parce que je rappelle
Les efforts de santé publique au niveau mondial doivent pouvoir avoir un impact au niveau des populations. Ça ne servira à rien de faire tous ces efforts si les populations ne sont pas psychologiquement prêtes à prendre ce vaccin. Et on ne peut pas nier aujourd'hui avec des fake news, des contre-vérités, que la population africaine est dans une phase de psychose où les gens n'y croient même pas. Ils pensent que c'est quelque chose inventé. Donc, de ce point de vue, je me permets d'insister pour que ces plans de communication soient redéployés en ce qui concerne le Covid, pour que nos populations soient éduquées. Je vous propose maintenant d'écouter cette question qui nous vient de Djamena au Tchad. J'aimerais vraiment savoir si, après être vacciné, est-ce que cette personne vaccinée ne pourrait-elle pas contaminer les autres personnes? Docteur Konaté. Voilà, très bonne question. Après être vacciné, on peut dire que oui, la personne peut contaminer les autres personnes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'une personne est immune qu'il ne peut pas contracter un virus. L'immunité, c'est quoi? Ça vous aide à combattre l'infection et à ne pas tomber malade. Nous sommes exposés à des milliers de germes tous les jours. Mais c'est qu'on ne tombe pas forcément malade parce qu'on a une certaine immunité qui nous protège contre ces germes. Et quand on tombe malade, ça veut dire que ce germe a réussi à vaincre notre système immunitaire. Donc oui, madame, on peut transmettre l'infection même en étant vacciné. C'est pour cela que je suis mes prédécesseurs qui ont parlé, Dr Baga parlait d'éducation de masse. On peut avoir toutes les stratégies du monde qu'on veut, mais tant qu'on n'a pas une réceptivité, on n'a pas une éducation de masse, des politiques adaptées et aussi l'acceptation de la population par l'éducation, on n'arrivera pas à grand-chose. Voilà, c'est ce qu'on veut dire. Donc, continuer les gestes barrières, c'est très important, même si vous êtes vacciné, parce que si vous ne tombez pas malade ou bien si vous avez des symptômes moindres, vous pouvez le transmettre à quelqu'un qui est plus vulnérable, plus susceptible et qui peut tomber malade. C'est pour ça que là, on parle d'efforts d'équipe, d'efforts collectifs en fait. Ce n'est pas nous seulement, on doit nous protéger tous les uns les autres pour que ça soit vraiment efficace. C'est une pandémie globale, ça touche les 5 continents et il est très important d'adapter les politiques, les efforts d'éducation à chaque communauté particulière parce que nous avons des cultures différentes et des perceptions aussi différentes des différents sujets. Docteur Konaté, une autre question que beaucoup se posent, une question qui a trait à la durée de l'immunité après la vaccination. Donc, y a-t-il une certaine durée? Ça, c'est une très bonne question. Nous sommes en train d'attendre tous la réponse à cela. Pour le moment, on dit que 2 semaines après votre première dose, vous êtes protégé plus ou moins contre vous avez une certaine immunité. Et en fait, il projetait l'immunité pour une durée de 3 mois à partir de la date de vaccination. Mais maintenant, on est en train de dire que l'immunité peut être encore plus prolongée dans le temps. Donc vraiment, Jacques, on ne sait pas, on attend. Nous, la communauté scientifique, médicale, à l'écoute avec les recherches. Donc on espère qu'on aura plus de clarification. Vous savez, le vaccin de la grippe, on se vaccine tous les ans pour la grippe. Pourquoi? Parce qu'il y a les mutations, il y a les variantes. Comme disaient mes collègues avant, la particularité avec le Covid, c'est que ça touche les 5 continents, c'est une pandémie, ça tue et les médias sociaux sont plus puissants que jamais avec les différents messages. Donc il faut qu'on soit patient, qu'on attende et qu'on voit ce qui va se passer. Oui, voilà. Il y a 2 autres petites questions que l'homme de la rue se pose. Alors la première ayant trait au pourcentage associé au vaccin. Donc que représentent tous ces pourcentages, docteur Etoa? Je pense que ce sont des pourcentages de protection. Bon, pour l'instant, ce sont des communiqués des firmes pharmaceutiques, que ce soit Pfizer, Moderna, AstraZeneca, sont encore des communiqués. C'est eux qui font sont ces firmes pharmaceutiques qui font des annonces.
On n'a pas encore la confirmation avec des journaux scientifiques indépendants, mais nous sommes, vu l'urgence, obligés un peu d'accepter ça, mais en faisant des études prospectives, et à la fin on va faire des évaluations pour savoir si ces pourcentages sont effectivement vérifiés. Mais on a vu par exemple qu'en Afrique du Sud, le vaccin d'AstraZeneca, qui était au départ efficace selon le communiqué à 85%, n'a été efficace qu'à 20%. Donc, ces communiqués ne veulent rien dire. Parfois, il faut la réalité du terrain. Oui. Alors, pour revenir donc ce qui se passe après la vaccination, alors cela veut-il dire qu'on peut à nouveau contracter la maladie même après avoir été vacciné, Dr Mbaga? Oui, Aristide, on peut contracter la maladie après avoir été vacciné, comme les collègues l'ont dit, pour un peu comme la grippe. Mais la différence, c'est la virulence de la symptomatologie. Ça veut dire même la simple grippe, parce que parfois il faut qu'on prenne des exemples déjà connus, parce que l'inconnu crée souvent des confusions. La grippe, par exemple, nous ici aux États-Unis, on se vaccine contre la grippe chaque année. Mais ça ne veut pas dire que quand on est vacciné, on ne peut plus attraper la grippe. On peut toujours attraper la grippe, mais la symptomatologie va être moindre que si on n'était pas vacciné. Oui. Ce qui est important à retenir, et on le souligne depuis le début de cette émission, c'est que les virus font partie déjà d'une grande famille à la base. Donc, la famille du Covid, c'est une famille des coronavirus qui était déjà, c'est une famille virale qui existait déjà, c'est pas nouveau. Donc, quand on fabrique un vaccin, il y a déjà cette efficacité qui est élargie plus ou moins à sa grande famille. Mais non, les variants qui vont arriver vont permettre la différenciation en termes de symptomatologie, mais le noyau est toujours protégé. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire que quand on est vacciné contre le coronavirus, on peut toujours l'attraper, mais on ne fera pas la maladie au même titre qu'une personne qui n'a jamais reçu de dose de vaccination. Et maintenant, cette question envoyée de Ouagadougou, la capitale burkinabé. Grâce au dispositif COVAX, est-ce que davantage de vaccins gratuits arrivent en Afrique? Ces vaccins sont-ils suffisants? Que font nos gouvernants pour s'assurer que tous les citoyens ont été vaccinés? Question intéressante, docteur Konaté. D'accord. Donc, on revient encore au même problème. Ouais. Bon, nos gouvernants, nous savons que le problème du Covid et la vaccination liée au Covid est devenu une question aussi très, très politique. Je vous assure que les dirigeants politiques aujourd'hui, quand ils commencent leur discours, quand ils commencent... si vous ne commencez pas par le Covid, je ne sais pas si vous aurez toute l'audience que vous désirez. Mais si vous annoncez à votre population que vous avez les vaccins, les dispositifs, il y a beaucoup de chances que vous n'ayez plus l'audience. Voilà. Bon, donc, je crois que le fait d'avoir des vaccins n'est pas le seul problème ici. Je reviens encore à mes collègues qui ont dit que l'éducation, comment dirais-je, de masse est très, très importante. En fait, mettre les bases pour que la population, puisse comprendre ce qui se passe, d'abord, puisse faire la différence entre les fake news et ce qui est vraiment bon pour notre santé, et pour que le personnel de la santé aussi soit apte et prêt aussi à répondre aux questions des populations. Vous serez tenté à savoir que tout le monde est au même pied d'égalité. Bon, bien sûr, le Covid est une inconnue, mais nous faisons tous des efforts tous les jours pour comprendre un peu plus. Donc, être prêt à avoir les vaccins quand ils seront là, et que nos politiques aussi fassent de leur mieux, pas seulement d'avoir des chiffres de vaccins venir dans le pays, mais aussi préparer la population à recevoir ces vaccins-là, et aussi à gérer aussi le quotidien qui est lié à tout ce qui s'est passé avec Corona, les problèmes économiques, psychologiques, socio-culturels, parce que le Corona a vraiment
a vraiment emmené une très grande tare sur tous nos pays et sur toute la population mondiale en général, surtout en Afrique aussi. Docteur Etoua, jusqu'ici, quelles ont été les meilleures réponses à ce cataclysme? Vous pouvez évoquer votre pays, le Cameroun, rapidement. Je pense que sur le plan mondial, nous avons des pays qu'on peut citer en exemple qui ont bien géré la pandémie. On parle notamment de la Nouvelle-Zélande et sa premier ministre. On voit également le cas du pragmatisme en Israël, où ils ont anticipé sur la question des vaccins en achetant peut-être 4 fois plus cher les vaccins encore à l'usine et en vaccinant massivement leur population. On voit également le cas en Angleterre où les autorités sont bien rattrapées après avoir un peu fait manquer le coach au début et se sont bien rattrapés également avec la campagne de vaccination. En Afrique, nous voyons également des pays qui ont, au départ, la majorité des pays africains ont très bien réagi en fermant rapidement les frontières, en dépistant comme elles pouvaient, mais en mettant un certain nombre de mesures de restriction. Je pense également que certains pays d'Afrique de l'Ouest, tels que le Togo ou le Sénégal, ont également mis des mesures de couvre-feu assez rapides quand la deuxième vague a commencé à pointer à l'horizon. Mais il y a eu un certain relâchement de ces mesures et la population est retombée dans les habitudes d'avant, ce qui a fait prospérer en fait les chiffres de la pandémie. Je parle notamment du cas que je connais qui est le Cameroun. Et donc, avec effectivement la campagne de vaccination qui tarde à se mettre rapidement en place, nous voyons à côté de nous le Gabon qui a déjà vacciné près de 50 000 personnes, la Côte d'Ivoire qui vaccine aussi très bien, le Sénégal qui a un bon rythme de vaccination, le Ghana. Il y a eu des émeutes au Sénégal, docteur Etoua. Oui, il y a eu des émeutes, C'est ce genre de temps. Oui. Voilà. Ce genre de projet gigantesque ne peut jamais se faire sans heurts. Il faut regretter ces incidents, mais ils sont quand même sur le bon train. Donc j'invite tous les... Parce que finalement, la population doit jouer le jeu également, n'est-ce pas? Exactement. Et la communication surtout communautaire, est la clé. Parce que tant que la communauté n'intègre pas, n'accepte pas, n'adhère pas à cette campagne de vaccination, on peut dire qu'elle est vouée à l'échec. En termes d'aide internationale, de quel type de soutien l'Afrique a besoin en ce moment, hormis les vaccins? Bon, comme vous savez, le monde est divers. Il y a des pays comme les nôtres, je pense en Afrique, qui n'ont pas peut-être eu les moyens de commander des doses massives comme on voit ici aux États-Unis. Hein. Et donc, actuellement, le pays... Je crois que les pays moins favorisés auront besoin de solidarité internationale parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le Covid, comme je dis, le Covid va de manière antagoniste avec l'égoïsme. Vous ne pouvez pas être égoïste dans ce moment de Covid parce que actuellement le monde est global. Beaucoup de gens ont la double nationalité, citoyenneté, on voyage partout dans le monde. Donc, se protéger un peu sa propre... son petit cocon en ne tenant pas compte des autres qui ont moins de moyens de se procurer la même protection, je crois que c'est se tirer une balle dans le pied. Hein. Donc, je crois qu'il faudrait que les nations les plus favorisées, l'aide internationale devrait se mobiliser et assurer que chaque coin de ce monde ait accès à la vaccination. Parce que tant que chaque citoyen n'aura pas accès à la vaccination, quand possible, nous n'atteindrons pas cette tant souhaitée immunité de troupeau, herd immunity, qui va nous protéger tous contre le Covid. Donc, le soutien doit être pas seulement technique, mais aussi financier, moral, psychologique, parce que le Covid a touché tous les secteurs de notre vie. Il y en a même qui disent, je préfère mourir de Covid que de faim, parce que genre les métiers, ceux qui sont dans le secteur informel, ils sont restés dans la maison confinés et ils ont perdu tout le petit revenu
quotidiennes qui se gagnent pour manger. Donc, c'est tout un éventail de secteurs où il faut agir et soutenir la population mondiale. Oui, et d'ailleurs, hommage à toutes ces personnes en première ligne de cette lutte, médecins, infirmiers, etc. On ne peut pas tous les citer. Alors, une dernière question du public dans ce forum citoyen virtuel. Elle nous vient de Charbella Kofi, élève à Lomé, au Togo. Quand est-ce que nous allons arrêter de porter le masque? Docteur Kindegazar. Très bonne question. Je dirais plutôt quand est-ce que nous allons arrêter de parler de la Covid. Les deux se tiennent. Tant que la maladie sera là, tant qu'on ne va pas faire reculer la maladie, il faut porter le masque. Parce qu'aujourd'hui, la prévention est la meilleure arme. Nous avons les vaccins. Et les vaccins vont nous protéger contre la survenue des formes graves. Le vaccin ne va pas nous empêcher d'être malades. Or, porter le masque réduit la contamination, réduit la transmission d'un individu malade vers un individu sain. Donc, les gestes barrières doivent continuer, même si nous nous vaccinons. Et les prédécesseurs l'ont déjà dit, il faut continuer les gestes barrières jusqu'à ce qu'on contrôle cette maladie. Oui. Et personne ne peut prévoir quand la fin. Donc, du courage, continuons avec les gestes barrières, continuons de porter le masque. Et voilà, c'est ici que nous refermons le Monde aujourd'hui, spécial Covid-19. Un grand merci à tous nos invités. VOA Afrique continue la conversation sur le sujet, car notre équipe web vous donne rendez-vous immédiatement après cette émission ce soir sur Facebook Live, avec des invités pour répondre à vos questions. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un très bon week-end. C'était Jacques Aristide à Washington. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Merci.